Je m'appelle Spencer. J'approche de la trentaine et je suis directeur artistique dans une agence solide, sans être prestigieuse. Nous ne gagnons pas de prix internationaux, mais notre portefeuille client est respectable et les salaires tombent toujours à l'heure. J'ai commencé ici comme junior un peu perdu et je n'en suis jamais parti. Cet endroit a façonné une grande partie de ma vie adulte. Pendant des années, le studio fonctionnait comme un moteur parfaitement réglé. Le plateau créatif était vivant. Un open space dense, des bureaux éparpillés, la tension qui montait à mesure que les délais approchaient. Les claviers crépitaient, les débats graphiques éclataient en marchant, les serveurs murmuraient en arrière-plan, chacun tenait un café à la main, les idées circulaient sans cesse. Le statut se gagnait par le travail. Une idée brillante était reconnue, un raté était immédiatement relevé, rien d'autre ne comptait. Il y avait des hommes, des femmes, des stagiaires, des vétérans. Tout le monde s'entendait parce que le travail passait avant tout. Le pilier du département s'appelait Roy. Il avait la cinquantaine, une légende du design issue de l'époque précédant le numérique. Il pouvait esquisser un logo parfait en 30 secondes avec un simple stylo-bille sur une serviette. Brut de décoffrage, direct, sans patience pour les détours inutiles. Il avait l'air capable de réparer un moteur et de critiquer un crénage typographique avec la même précision. Quand j'ai débuté, il me terrifiait. Lors de la revue de mon premier gros projet, il l'a démonté sans ménagement. Il a dit que c'était flou, lâche, et que ça ressemblait à un design conçu par un comité d'amateurs de beige. J'étais anéanti. Après la réunion, il m'a pourtant pris à part, m'a fait asseoir à son bureau, a sorti un carnet et m'a consacré 1 heure entière à m'expliquer mes erreurs. Sans méchanceté, juste un conseil professionnel brut et honnête. Une idée doit avoir du cran, gamin. Même pour un produit doux, il faut de la conviction. C'était Roy. Dur, mais juste. Sa seule loyauté allait au bon design. Notre directeur de studio était pragmatique. Il gérait les clients et les finances, nous laissait le créatif. Tant que les projets sortaient à temps et que les clients restaient satisfaits, il ne se mêlait de rien. La culture était simple. Nous travaillions dur. Après certaines semaines éprouvantes, quelques-uns allaient au pub en face. Rien d'obligatoire, juste un rituel informel de survie. Roy y buvait une bière en racontant des anecdotes d'anciennes campagnes. C'était un bon endroit où travailler. Stressant, mais sain. Nous étions une équipe. Puis, il y a environ 1 an, l'agence a été rachetée par une structure beaucoup plus corporate. Au début, peu de changements. Nouveaux ordinateurs, meilleure mutuelle. Personne ne se plaignait. Ensuite sont arrivés les mémos, remplis de jargon sur la synergie et l'optimisation de l'identité de marque. Rien de très inquiétant. Le premier vrai signal d'alarme fut une annonce officielle. Nous allions avoir une responsable RH dédiée. Elle s'appelait Taylor. L'email la décrivait comme une experte dynamique dans la création de cultures de travail inclusives et tournées vers l'avenir. Un gémissement collectif a parcouru l'open space. Nous n'avions jamais eu de RH omniprésente. En cas de souci, on parlait au directeur. Fin de l'histoire. Quelques semaines après, Taylor est arrivé. Fin de vingtaine ou début de trentaine, tailleur impeccable, plus cher que ma voiture. Un sourire figé, excessivement enthousiaste, qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Elle a traversé le studio comme une anthropologue, observant une tribu inconnue. Son premier acte officiel fut de convoquer une réunion générale obligatoire. Elle a parlé pendant 1 heure entière. Un déluge ininterrompu de mots-clés corporate. Elle allait nous aider à analyser nos biais inconscients, démanteler les systèmes de pouvoir hérités, créer un espace courageux et psychologiquement sûr. J'ai regardé Roy. Il la fixait sans expression, comme devant un documentaire animalier étrange. Nous avions un délai serré pour une marque de boisson. Le logo n'allait pas se dessiner tout seul. Elle a conclu en annonçant une réévaluation complète de nos processus internes afin de les aligner sur les nouvelles valeurs de l'entreprise. Personne ne savait ce que cela signifiait. Cela sonnait mal. La première victime fut le pub.
Un mémo expliquait que les activités sociales centrées sur l'alcool pouvaient être excluantes et perpétuer une culture masculine toxique. Les verres du vendredi étaient désormais découragés. Officiellement, rien n'était interdit. Officieusement, l'ambiance s'est refroidie. Les présences ont diminué. On avait l'impression de mal faire. Ensuite sont arrivées les sessions d'écoute. Entretiens individuels obligatoires dans son bureau aseptisé. La mienne fut pénible. Questions orientées. Ton inquisitorial. Avais-je observé des comportements problématiques? Les hommes dominaient-ils les conversations? Les voix féminines étaient-elles entendues de la même manière? J'ai répondu de façon vague. Professionnalisme général. Aucun souci particulier. Son regard exprimait une déception lourde de reproches. Il est vite devenu évident qui étaient ses favorites. Une jeune designer nommée Auriel. Compétente sans éclat, ambitieuse. Elle s'est immédiatement alignée sur le discours de Taylor. Elle parlait d'inclusivité chromatique, de typographie agressivement masculine. Taylor adorait. Auriel s'est retrouvée invitée à des réunions de haut niveau. Ses idées, souvent moyennes, étaient qualifiées d'innovantes et alignées sur les valeurs fondamentales. De notre côté, les hommes marchaient sur des œufs. Les plaisanteries anodines devenaient risquées. Les échanges spontanés disparaissaient. Le studio s'est fait silencieux, tendu. Chacun pesait ses mots. Taylor a instauré des formations mensuelles obligatoires à la sensibilité. 1 heure de diapositives remplies d'images génériques. Scénario piégé. Chaque situation était interprétée comme une faute potentielle. Toute tentative de nuance était immédiatement bloquée. Ce n'est pas à une femme de vous éduquer. Vous défendez un comportement problématique. Un tribunal absurde où la culpabilité précédait le procès. La camaraderie s'est dissoute. Un clivage net s'est formé. D'un côté, Taylor et son cercle restreint. De l'autre, tous les autres, concentrés sur leur travail. Roy n'avait aucune patience pour ce cirque. Il ignorait les mémos. Durant les formations, il dessinait dans son carnet. Il ne la provoquait jamais directement. Il la traitait comme une distraction inutile. Cela la rendait folle. Elle ne pouvait rien contre lui. Trop précieux. Les clients l'adoraient. Elle observait, attendait. Le point de rupture est arrivé lors d'un pitch majeur pour une boisson énergétique sportive, une marque agressive et assumée. Toute l'équipe travaillait sous pression. Auriel a présenté son concept. Propre, correct, sans audace. Un design de boisson vitaminée, pas de sport extrême. Un silence poli a suivi. Le directeur attendait des retours. Roy y a parlé calmement. Ça ne fonctionnera pas. Auriel a demandé ce qui n'allait pas. Roy y a montré le tableau. Trop timide. Pas d'énergie. Cette marque parle de puissance. Il faut du cran. Il faut des tripes. Le mot a figé la pièce. Taylor était là. J'ai vu une étincelle de victoire dans son regard. Auriel s'est dite offensée. Langage inapproprié. Roy, sincèrement perdu, a tenté d'expliquer. Une métaphore. Taylor est intervenue, faussement compatissante, rappelant l'importance d'un langage respectueux. La réunion s'est effondrée. Le lendemain matin, Roy n'était pas à son bureau. Un email de Taylor est arrivé. Roy ne faisait plus partie de l'entreprise. Effet immédiat. Politique de tolérance zéro rappelée. Le choc a été total. Le studio, déjà silencieux, est devenu un mausolée. Personne ne parlait d'autre chose que du travail. Les conversations personnelles ont cessé net. Chacun baissait la tête, exécutait ses tâches, puis rentrait chez soi. Les hommes surtout étaient tétanisés. Nous communiquions par regard et hochement de tête. Taylor, elle, se comportait comme si elle avait remporté une victoire décisive. Elle affichait une assurance nouvelle, presque triomphante. Elle et Auriel traversaient l'open space en discutant et en riant, tandis que le reste de l'équipe restait figé dans un silence minéral. Une nouvelle hiérarchie s'était installée. Une semaine après le départ de Roy, Taylor a convoqué une nouvelle réunion générale. Son humeur était euphorique.
Elle a parlé d'une transition difficile mais nécessaire pour réaligner notre culture avec les valeurs affichées de l'entreprise. Puis, elle a présenté sa grande idée. Elle disait comprendre que certains se sentent encore en insécurité ou réticents à signaler des comportements problématiques de manière directe. Les systèmes de pouvoir, selon elle, réduisent souvent au silence les voix marginalisées. Pour y remédier, elle lançait un outil de transparence et de responsabilité totale. Elle a désigné un coin de la salle. Sur une petite table se trouvait une boîte noire élégante, avec une fente sur le dessus. On aurait dit une boîte à suggestions haut de gamme. Voici la boîte de signalement anonyme. Chacun pouvait y déposer une plainte concernant n'importe quoi ou n'importe qui. Elle en examinerait personnellement le contenu chaque fin de semaine. C'était entièrement anonyme. Une occasion de dire la vérité au pouvoir sans crainte de représailles. Elle a balayé la salle du regard, s'attardant sur moi et sur plusieurs designers seniors. Le message était limpide. Cette boîte nous visait, une arme pointée droit sur nous. Elle s'attendait à un déluge de dénonciations. Micro-agressions, domination masculine, conversations problématiques. Elle était visiblement fière d'elle. La réunion s'est terminée. Nous sommes sortis en silence. De retour à mon bureau, l'esprit en ébullition, j'avais du mal à y croire. Ils avaient licencié notre meilleur designer, brisé la dynamique du studio, et maintenant ils installaient une police secrète interne pour nous inciter à nous dénoncer. L'injustice était écrasante. Roy était un homme droit, un designer exceptionnel. Il ne méritait pas que sa carrière et sa réputation soient détruites ainsi. Je fixais la boîte noire, un symbole de tout ce qui avait déraillé. Le visage satisfait de Taylor me revenait en tête. Elle se voyait en héroïne, convaincue d'agir pour le bien. Elle ignorait totalement ce qu'elle venait de déclencher. Entièrement anonyme, avait-elle dit. Une idée étrange a commencé à prendre forme. Une idée dangereuse, brillante. Et si cette arme pouvait être retournée contre elle? J'ai regardé autour de moi. Sur les visages de mes collègues, je voyais la même colère contenue, la même frustration. Nous étions écrasés, pas détruits, réduits au silence, mais désormais dotés d'une voix, anonyme. Et nous avions beaucoup à dire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les derniers mois tournaient en boucle dans ma tête. Le chaos joyeux d'autrefois, remplacé par ce silence clinique. Le bureau vide de Roy, monument du nouveau régime. Le sourire condescendant de Taylor. La boîte noire attendant de collecter des noms pour la prochaine purge. Je me suis levé, j'ai allumé mon ordinateur et ouvert un document vierge. Que rédiger? Pas une diatribe. Il fallait être factuel, irréfutable. Employer son propre langage contre elle. J'ai commencé. À qui de droit? Ceci est une plainte anonyme concernant la conduite de la responsable RH, Taylor. J'ai détaillé point par point l'impact immédiat et négatif de ces politiques sur le moral et la collaboration créative. J'ai expliqué comment ces formations avaient instauré un climat de suspicion et de paranoïa, loin de toute inclusion réelle. J'ai décrit le favoritisme manifeste envers certains employés, notamment Auriel, tandis que d'autres étaient marginalisés ou traités comme des adversaires. J'ai abordé le licenciement de Roy avec un vocabulaire mesuré. Une sanction disproportionnée ayant généré une peur palpable parmi les seniors, décourageant toute critique professionnelle honnête, pourtant essentielle au processus créatif. J'ai conclu ainsi. La personne chargée de garantir un espace psychologiquement sûr était devenue la principale source d'anxiété et d'hostilité au travail. J'ai relu le texte. Froid, précis, dévastateur. Le lendemain matin, je l'ai imprimé chez moi, plié en carré et glissé dans ma poche. Entrer au bureau avait une saveur différente. La boîte était là, banale, silencieuse. Taylor discutait avec Auriel, café à la main, souriante. Elle a jeté un regard satisfait à la boîte. J'ai attendu. Près de la machine à café, j'ai pris un détour volontaire pour revenir à mon poste. Le cœur battant, ridicule sensation d'espionnage.
En passant près de la table, j'ai laissé tomber le papier dans la fente. Un bruit sourd, discret. Je n'ai pas regardé en arrière. Rien ne s'est produit. Évidemment. Pourtant, un soulagement m'a envahi. J'avais agi. Les premiers jours, mon message était sans doute seul. Taylor passait devant la boîte, presque déçu de son vide. L'idée devait circuler sans annonce. L'occasion s'est présentée avec un autre senior, proche de Roy. Nous étions seuls dans la cuisine, conversation anodine. En sortant, j'ai désigné vaguement l'open space. Drôle d'époque, ai-je murmuré. Il a acquiescé. Elle a insisté sur le fait que cette boîte était pour tout le monde, totalement anonyme. Je l'ai regardé brièvement. Une lueur de compréhension a traversé ses yeux. Je n'ai rien ajouté. Plus tard, je l'ai vu faire un détour près de la boîte. Un autre bruit sourd. Le lendemain, 2 jeunes discutaient près de la fontaine à eau. L'un disait ne plus oser donner un avis sincère en réunion. L'autre a répondu « Il y a un endroit pour ça maintenant », en jetant un regard discret vers la boîte. La graine avait germé. Une rébellion silencieuse prenait forme. Sans réunion, sans pacte. Une compréhension partagée. Même certaines femmes ont participé. Une comptable amie de Roy a glissé un mot. Une designer expérimentée, régulièrement écartée au profit d'Oriel, aussi. Ce n'était pas une guerre de genre. C'était tout le studio contre Taylor. Pendant ce temps, son comportement devenait insupportable. Elle se félicitait du changement de dynamique, confondant la peur avec le respect. Elle et Oriel étaient inséparables. Elle traitait la boîte comme un trophée, la tapotant avec satisfaction. Elle croyait accumuler des preuves, confirmant sa vision du monde. Mercredi, le son a changé. Les papiers ne tombaient plus sur un fond vide, ils se posaient sur une pile existante. La boîte se remplissait. Le vendredi approchait. Le jour où elle avait promis d'ouvrir la boîte. L'atmosphère du studio était électrique. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde y pensait. Que ferait-elle des messages? Les lirait-elle vraiment? Les montrerait-elle au directeur? Ou les ferait-elle disparaître discrètement s'ils ne correspondaient pas à son récit? Vendredi est arrivé. La journée s'est étirée dans une lenteur douloureuse. Chaque fois que Taylor passait près de mon bureau, mon estomac se contractait. Puis, à 16 heures précises, le mail est tombé. Objet: session hebdomadaire de transparence et de responsabilité. Convocation générale, directeur inclus, dans la salle de réunion principale. Le message précisait que les retours anonymes de l'équipe seraient examinés. C'était l'instant décisif. Nous sommes entrés en silence. Le directeur était déjà assis en bout de table, visiblement lassé, comme s'il s'agissait d'une formalité inutile avant le week-end. Taylor se tenait debout près d'une petite table. La boîte noire trônait dessus. Elle rayonnait. Elle a commencé avec gravité, parlant d'un moment crucial pour l'équipe, d'un espace de communication libéré de la peur, d'une voix offerte aux silencieux. Elle a échangé des regards appuyés avec certaines femmes, comme pour dire « J'ai fait ça pour vous ». Le directeur a simplement hoché la tête, impatient. Taylor a sorti une petite clé de sa poche et l'a brandie. Voyons ce que nous avons appris cette semaine. Elle a ouvert la boîte. Le couvercle s'est soulevé. Elle a plongé la main à l'intérieur, s'attendant à saisir quelques feuilles. Sa main s'est figée. L'espace d'une fraction de seconde, son assurance a vacillé. La boîte était lourde, bien plus remplie qu'elle ne l'avait imaginé. Elle a sorti une épaisse pile de papier plié, des dizaines. Elle les a posés sur la table. « Eh bien » a-t-elle lâché, avec un rire nerveux. « C'est encourageant, beaucoup d'engagement. » Elle a pris la première note, l'a dépliée lentement, toujours tournée vers nous. Nous ne voyions pas le texte, mais son visage, lui, était parfaitement lisible. La couleur l'a quitté. Son sourire ne s'est pas estompé, il s'est effondré. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche est restée entr'ouverte. Elle a baissé les yeux vers la feuille, incrédule. Un silence pesant s'est installé. Le directeur s'est agité sur sa chaise. « Alors » a-t-il demandé. « Que dit-elle »« Ce n'est rien » a-t-elle bredouillé. « Une question procédurale » Elle a replié la feuille et l'a posée à part, face cachée.
Elle a repris une respiration forcée, puis saisi une seconde note. Même réaction. Cette fois, la surprise a laissé place à la colère. Une rougeur sombre est montée le long de son cou. « Que se passe-t-il » a demandé le directeur. Agacé. « Il s'agit encore d'un commentaire personnel », a-t-elle répondu entre ses dents. Elle a empilé la feuille sur la première, puis attrapé une troisième, la dépliant brutalement. Elle l'a fixée. Son visage était désormais figé dans une rage pure. « C'est une farce », a-t-elle craché. « Ce n'est pas un retour constructif. C'est une attaque personnelle coordonnée. » Le directeur s'est levé. « Montre-moi ça. » Elle a tenté de couvrir les papiers. « Ce n'est pas nécessaire. Le système est détourné. » Il n'a pas argumenté. Il a simplement pris les 3 notes. Il a lu la première, ses sourcils se sont levés. Il a lu la seconde, son expression s'est durcie. Il a lu la troisième. Puis il a regardé la pile restante. Sans un mot, il l'a saisie entièrement. « Dans mon bureau », a-t-il dit à Taylor. « Maintenant. » Mais la réunion, la transparence, la réunion est terminée. Il est sorti, la pile de plaintes sous le bras. Taylor est resté figé une seconde, le visage ravagé par l'humiliation, avant de nous lancer un dernier regard venimeux et de le suivre. La porte s'est refermée. Pendant 10 secondes, personne n'a bougé. Puis quelqu'un a laissé échapper un rire nerveux. Un autre a suivi. En moins d'1 minute, la salle entière était parcourue d'un souffle collectif. Pas une explosion triomphante. Un relâchement total. Du soulagement à l'état pur. Nous échangions des sourires incrédules. Nous l'avions fait. Taylor n'est jamais revenu. Le reste de la journée, la porte du bureau du directeur est restée close. La réceptionniste a dit l'avoir vu partir avec un carton contenant ses affaires personnelles. Sans un mot. Le lundi suivant, son nom avait disparu de la porte. Un mail du directeur annonçait qu'elle poursuivait d'autres opportunités. La boîte noire avait disparu durant le week-end. Personne n'en a reparlé. Auriel est restée déboussolée durant des semaines. Sans soutien, elle redevenait une designer parmi d'autres. Les discours creux ont cessé. Elle s'est contentée de travailler. La guérison a pris du temps. Des mois de peur ne s'effacent pas instantanément. Lentement, les conversations sont revenues. Quelqu'un a plaisanté. Des rires ont suivi, sans regards inquiets autour de soi. L'énergie créative est remontée à la surface. Quelques semaines plus tard, après avoir remporté le contrat de boisson sportive avec une proposition nettement audacieuse, certains d'entre nous se sont retrouvés dans l'ancien pub. Ce n'était pas organisé, ça s'est fait naturellement. Nous avons levé nos verres. Personne n'a évoqué Taylor, personne n'a parlé de la boîte. Nous avons simplement trinqué à roi. Avec le recul, tout cela paraît irréel. Taylor est arrivée en croisade, persuadée d'être l'héroïne combattant un mal omniprésent. Elle voyait de l'oppression partout. Alors elle a forgé une arme, pour traquer les monstres qu'elle imaginait. Elle n'a jamais envisagé de la tourner vers elle-même. Obsédée par les fautes des autres, elle n'a pas vu la seule personne qui avait réellement instauré un climat toxique, hostile et fondé sur la peur. Elle voulait une chasse aux sorcières. Elle n'avait simplement pas prévu d'être celle attachée au bûcher.